Bonjour à tous, bienvenue au Café Marxiste. Alors on retrouve Georges Gastaut dans le cadre de notre série de philosophie marxiste. Et aujourd'hui, on va parler d'existentialisme et de structuralisme. C'est de mieux comprendre ces courants et de voir leurs différences avec le marxisme et donc bien sûr leurs limites aussi avec l'approche marxiste et le matérialisme dialectique. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment naît l'existentialisme, dans quel contexte historique et quelles sont ses principales caractéristiques Oui, philosophiques? oui, oui. Bah, je vais essayer, je n'en suis pas Puis on parlera spécialiste. après du structuralisme. Voilà, d'accord. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'existentialisme, mais pour en donner les grandes lignes, disons que il y a dans la philosophie classique, et spécialement dans la philosophie classique allemande, une montée vers le rationalisme, et elle aboutit assez logiquement au matérialisme dialectique de Marx et d'Engels. Et elle passe en particulier par la philosophie des Lumières, ce qu'on appelle l'Aufklärung en allemand, par Kant, par Hegel spécialement, qui est un peu l'apogée. Et il y a un moment où ensuite, je dirais que la bourgeoisie allemande et la philosophie classique allemande décrochent, quelque part. Et où bon, on va se retrouver dans toute une série de philosophes qui sont très différents les uns des autres, mais qui ont en commun ce rejet du rationalisme, cette méfiance à l'égard des Lumières, et cette volonté, disons, de revenir à quelque chose qui serait un petit peu plus brut de décoffrage, si je puis dire, c'est-à-dire à une approche de ce qu'on appelle l'être ou l'existence, indépendamment des pratiques qui peuvent conduire à une maîtrise du réel à travers les techniques, la science, la politique et ainsi de suite, quoi. Et on voit déjà ça, par exemple, à la fin du XIXe siècle, avec un penseur comme Søren Kierkegaard, qui est un Danois et qui a une violente hostilité à l'égard de Hegel, à l'égard de tout ce qu'il considère comme étant le système hegelien qui dessèche, qui obstrue, qui empêche de saisir l'existence. Existence qu'on approche beaucoup plus, par exemple, à travers l'angoisse, parce que nous sommes des êtres, nous sommes des existants avant tout. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que nous sommes jetés dans l'être et que quelque part, c'est mystérieux. Et que c'est angoissant, puisque nous ne savons pas d'où nous sortons, nous ne savons pas trop où nous allons. Il y a une espèce d'angoisse. Alors chez Kierkegaard, c'est indissociable d'une philosophie chrétienne. Il est, disons, d'inspiration protestante, essentiellement. Et en Allemagne, proprement dite, on va avoir un courant qui est encore rationaliste assez largement, qu'on appelle la phénoménologie. Ce courant phénoménologique, eh bien, il prend, disons, toute son importance avec un penseur comme Husserl, en allemand Husserl, il faut prononcer comme il faut, qui bon, prolonge Descartes quelque part. Il y a des méditations cartésiennes de Husserl. Mais bon, parmi les élèves de Husserl, il y a un certain Martin Heidegger, qui d'ailleurs va trahir Husserl lorsque Husserl sera chassé de l'université parce qu'il était juif à l'époque de Hitler, alors que Heidegger, lui, va adhérer au Parti national-socialiste. Et donc, bon, Heidegger va pousser très loin la réflexion sur l'être. Et il va reprocher à la philosophie de s'être détournée de l'être, de s'être principalement occupée de ce qu'il appelle l'étant. C'est E-T-A-N-T. L'étant, ben, en gros, pour simplifier un peu, les heideggeriens de pure souche me trouveront un peu excessif, mais bon, en gros, c'est le fait qu'une chose est ceci ou cela. Alors que ce à quoi il faut s'intéresser, c'est pas qu'elle est ceci ou cela, c'est le fait qu'elle est, prioritairement. Et pour ce qui nous concerne, nous existants, qui avons une conscience, eh bien, c'est le fait que nous sommes enracinés dans un. Nous sommes confrontés à un être qui nous échappe, puisque nous savons tous que nous allons mourir, et que cet être est donc contingent. Que par conséquent, et là on retrouve un point commun avec Kierkegaard, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, nous appréhendons l'être à travers, par exemple, l'angoisse. Alors, pour Heidegger, eh bien, l'histoire de la métaphysique occidentale, bon, en gros de la philosophie occidentale, et même globalement de la civilisation occidentale, c'est l'histoire d'un oubli de l'être, ce qu'il appelle un oubli de l'être. À l'époque des présocratiques, les philosophes donc grecs qui ont précédé Socrate, hein, eh bien, on envisageait clairement la question de l'être en tant que tel.
Parménide euh, pose cette question, quoi, et notamment tourne autour de la question de l'être et du néant. Bon, et Héraclite aussi, d'une certaine façon. Bref, ce qui va se passer avec Platon, le méchant, avec Socrate, avec tous ces gens-là, et Nietzsche dira à peu près la même chose, c'est qu'on ne va plus trop s'occuper de savoir ce qu'est être, ce que c'est que ne pas être, mais on va s'occuper à la question de savoir pourquoi telle chose est comme ci, et pourquoi elle n'est pas comme ça, et comment une chose A donne naissance à une chose B, bref, à tout ce qui va tourner pour finir autour de l'émergence de la science, autour de l'émergence de la technique, donc le comment être, l'agencement des choses, leurs liens entre eux, bref, l'étang et les liens entre les étangs, si l'on peut dire. Donc il faut revenir à l'être. Et bon, c'est un peu cette préoccupation qui est au centre de ce qu'on appellera après l'existentialisme. C'est un terme que ne revendique pas, en tout cas au départ, Heidegger. Et donc chez Heidegger, c'est vraiment très réactionnaire comme pensée. Comme chez Kierkegaard, comme chez Nietzsche auparavant, bien qu'il y ait de fortes différences entre eux. Hein, il ne s'agit pas de dire que tout ça c'est pareil. Mais bon, il y a une méfiance à l'égard de la rationalité, de la pensée logique, de la dialectique. Et bien souvent aussi, derrière tout ça, une forte hostilité, c'est pas un hasard, au socialisme. Bon, donc on est dans une certaine dynamique réactionnaire. Lukács, grand philosophe marxiste hongrois du XXe siècle, dira que tout ça, ça participe de ce qu'il appelle la destruction de la raison. C'est-à-dire que la bourgeoisie, passé un certain seuil, se rend compte que la raison se retourne contre elle. La raison a d'abord nourri la révolution bourgeoise, les Lumières ont d'abord été bourgeoises, et bon, la bourgeoisie les acceptait pour autant que les Lumières, évidemment, lui ouvraient le chemin du pouvoir. Et à partir du moment où les Lumières ouvrent le chemin d'une interprétation matérialiste générale du monde, détruisent peu à peu les conceptions religieuses et ainsi de suite, et ouvrent par conséquent la voie à une conception scientifique, progressiste, révolutionnaire du monde, là, on n'est plus d'accord avec les Lumières. Là, les Lumières deviennent d'un seul coup un ennemi, quoi. Et donc, en fait, ces gens-là vont penser qu'il faut revenir à l'être, indépendamment alors, de la technique, etc. C'est particulièrement net chez Heidegger, qui se méfie énormément de la pensée technique. Comme si c'était la technique qui était à l'origine de l'aliénation humaine, de l'oppression, de l'exploitation, et non pas bon, les rapports d'exploitation de l'homme entre l'homme et l'homme, quoi. Et donc des questions sociopolitiques qui renvoient vers l'économie, qui demandent plus de science et non pas moins de science, qui demandent ce que fera Marx, ce que feront Marx et Engels, c'est-à-dire une étude effectivement des modes de production, des rapports de production, des forces productives, qui permettent aux êtres humains d'agir sur leur vie, tout simplement, quoi. Donc, on a cette orientation. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, c'est toujours pareil, parce que tous ces gens-là sont diablement intelligents. Hein, et Lénine dit toujours que le matérialisme intelligent est plus proche de l'idéalisme intelligent que du matérialisme bête. Donc, il faut les lire. Bergson aussi, c'est très intéressant. Moi, je trouve que Politzer est un peu trop dur avec Heidegger. Il a raison dans sa polémique, mais enfin, bon, il est brutal, quoi. Il y a des choses intéressantes là-dedans. C'est intéressant de s'intéresser, justement, par définition, à l'être. La question de Hamlet nous concerne tous. Hein. Être ou ne pas être, c'est quand même la question centrale. Personne ne peut se dire qu'il est indifférent à l'idée qu'il va mourir un jour ou à des choses comme ça, bien entendu. Mais, justement, on est dans une certaine régression à l'égard de Hegel. Dans la grande logique de Hegel, l'un des premiers points qui est traité, c'est la question de l'être et du néant. Et Hegel a cette phrase qui dit que c'est la même chose que l'être et le non-être. Qu'est-ce que ça veut dire? L'être pur pris en tant que tel, sans aucune détermination, sans savoir s'il est grand ou petit, s'il est large ou mince, s'il est ceci ou cela, est totalement indéterminé par définition. Il n'y a rien qui le décrit. Et quelque chose que rien ne décrit, qui n'interagit avec rien et qui est pris totalement en lui-même, abstraitement, est identique au néant. C'est la même chose que le néant. Et donc Hegel précise que ce qui existe véritablement, puisqu'on en revient à l'existence, c'est non pas l'être, ni le néant, mais la dialectique de l'être et du néant, c'est-à-dire le devenir, c'est-à-dire, pour ce qui est de l'homme, l'histoire, et ainsi de suite, quoi. Donc,
en réalité, la question de un peu d'intérêt pour l'être nous détourne de la dialectique, nous détourne de la science, nous détourne de la raison, et un peu plus d'intérêt pour l'être nous y ramène, quelque part. Alors le problème, c'est que en Allemagne, cette orientation générale a été très vite tournée vers la réaction, disons. Et c'est aussi lié au fait que l'Allemagne a été le pays de Marx et d'Engels. Elle a été le pays le plus réactionnaire parce qu'elle était le pays le plus révolutionnaire. C'est assez logique. La réaction, le mot réaction, la réaction, c'est une réaction à quelque chose. Hein, donc bon. Et aussi parce que le Parti social-démocrate allemand, qui au début était marxiste, était le plus grand parti marxiste d'Europe. Et que bon, à chaque élection, il s'approchait des 30, des 40, etc. et que la bourgeoisie tremblait et se disait qu'un jour ou l'autre, ça allait finir pour elle, quoi. Bon, donc ces gens-là regardaient le futur, regardaient l'avenir avec terreur. Hein. Et donc vous voyez la raison, les lumières, la science et tout ça, comme bon, des choses qu'il faut savoir utiliser, parce que quand même c'est utile pour exploiter autrui et pour faire des profits, mais bon, pas pour éclairer, pour éclairer le fond des choses, pas pour éclairer le sens des choses. Donc il faut trouver le sens ailleurs que là-dedans. Alors chez nous, en France, Lucien Sèvres l'a observé avec justesse, l'existentialisme, comme toute philosophie venue d'Allemagne, a été gauchie. En France, les choses étaient gauchies parce que, forcément, après la guerre, bon, d'abord la France n'avait pas eu la même histoire que l'Allemagne, hein, donc elle avait été d'abord battue par l'Allemagne, puis après il y avait eu la résistance française, qui a été quand même un phénomène relativement massif. Charles Tillon indique qu'à la fin de la guerre, il y avait au moins 100 000 FTP en France, ce qui est énorme, hein, en réalité. Et bon, le Parti communiste faisait près de 30% des voix en 1945. Il avait animé les lettres françaises pendant la Deuxième Guerre mondiale, autour d'Aragon. Et bon, des gens comme Jean-Paul Sartre, par exemple, ont participé aux lettres françaises pendant la période noire, en quelque sorte. Et donc, bon, chez nous, l'existentialisme a été gauchi dans le sens d'une philosophie de la liberté. C'est-à-dire que des philosophes comme Sartre se sont appuyés sur le meilleur de ce qu'a fait Husserl. Il y a beaucoup de choses qui viennent de Husserl, qui viennent de Hegel aussi chez Sartre. Sartre est quand même assez... C'est pas un anti-hegelien primaire, loin s'en faut. Toute sa philosophie du regard, de la reconnaissance, de choses comme ça, viennent quand même indirectement de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Et puis aussi, bon, très influencé par Heidegger, Sartre était quand même tourné vers cette idée de l'existence en tant que telle, qui se donne là, qui est donnée là, et qui sort d'un il y a. Il y a un texte assez célèbre de Sartre qui permet d'accéder assez facilement à sa philosophie, qui est la nausée. Et dans ce roman, appelons-le comme ça, ou cette nouvelle, eh bien, on voit qu'à un moment, le personnage principal est dans un parc, il voit une sorte de racine qui sort du sol, une racine d'arbre, et bon, d'un seul coup, l'absurdité de l'être lui saute à la figure. Hein, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, en quelque sorte, et ça lui donne la nausée, d'où le titre du... C'est pas l'angoisse, mais c'est la nausée, et c'est un sentiment qui n'est pas forcément très, très différent, quoi. Et donc, bon, il y a quelque chose qui échappe à la raison. La raison, elle peut expliquer pourquoi, voilà, quand il fait froid dans les hauteurs de l'atmosphère, l'évaporation de l'eau donne de la pluie. Bon, voilà. Mais pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien, quoi? Quelque chose comme ça. Et à partir de là, l'homme est tout particulièrement destiné à une espèce de torture permanente, puisque c'est pas quelqu'un qui se contente d'être, mais il sait qu'il est. Et il sait aussi qu'il ne sera plus, quelque part. Et il sait qu'il n'était pas auparavant. Et bon, la conscience apparaît, elle disparaît, et entre les deux, il y a cette espèce d'angoisse qui est là, quoi. Donc l'existentialisme va s'intéresser là-dessus, va s'intéresser à ça, et va en permanence donc réfléchir à la philosophie du sujet. Et là, il y a une différence avec Heidegger, hein, parce que Heidegger, lui, l'homme est le berger de l'être, dit-il, et donc c'est l'être comme tel qui l'intéresse. L'homme, oui, mais en tant qu'accès à l'être, quoi. Alors que chez Sartre, quand même, on est plus dans un humanisme. Hein, un humanisme caractérisé. Là-dessus, il y a une différence évidente qui va d'ailleurs de pair avec les trajectoires extrêmement opposées de Sartre et de Heidegger. Sartre a quand même été sur toujours... le plan politique. Sur le plan politique, Sartre a quand même toujours été, on ne peut pas lui enlever ça, un homme de gauche et un antifasciste, un anti-impérialiste. Il a pris des risques, etc., etc. Alors que, bon, Heidegger,
Très anticolonialiste. Voilà, c'est ça, oui. Il a préfacé la question, le livre d'Henri Alleg, des choses comme ça. Et donc moi, je ne suis pas du tout de ceux qui, y compris chez les marxistes quelquefois, traitent un peu Sartre comme une espèce de chien crevé, qui mettent Camus très haut et Sartre très bas aujourd'hui. Bon, alors que ça a donné des choses libératrices et que c'est pas pour rien que Sartre et Simone de Beauvoir étaient proches, quoi. Hein. Le deuxième sexe n'est pas un petit livre dans l'histoire de la pensée humaine, même pas seulement française. Hein. Donc, bon, honneur à ces gens-là. Mais, bon, aussi en même temps, incapacité chez eux de véritablement articuler, en fait, leur philosophie de l'existence, d'une part avec une philosophie de la science. Alors là, c'est quand même très pauvre de ce côté-là. D'emblée, l'existentialisme va invalider toute idée de dialectique de la nature. Du coup, ne va jamais se confronter aux questions de philosophie des mathématiques, de philosophie des sciences, et ainsi de suite, si ce n'est à une réflexion sur la psychanalyse. Bon, il y a une certaine entrée sur la philosophie des sciences par ce biais, mais bon, quand même, sans compter le fait que beaucoup de gens ne croient pas au caractère scientifique de la psychanalyse, mais bon, voilà, ça reste lié beaucoup au sujet, à la conscience. Voilà, c'est ça. Et de ce point de vue, je pense que c'est une régression par rapport à Descartes, ou même par rapport à Husserl. Descartes et Husserl. Descartes, bon, c'est quand même pas seulement le je pense donc je suis, donc l'ouverture de la philosophie du sujet, c'est Descartes, le grand introducteur à la philosophie du sujet, mais bon, Descartes, c'est quasiment le fondateur de la mécanique moderne, de l'optique, de la géométrie analytique, bon, enfin bref, même de l'étude des réflexes. Hein, bon, c'est un grand de l'histoire des sciences, quoi. Et Husserl, lui, s'intéressait beaucoup, par exemple, aux mathématiques, à la géométrie, à des choses comme ça. Il y a ici une certaine régression. Alors, oui et non, parce que c'est aussi, comme souvent en France, un auteur littéraire. C'est un auteur important de la littérature française, quoi. Peut-être on ne peut pas tout faire non plus, je dirais quelque part. Hein, que, bon, Sartre a quand même été un auteur important, notamment du théâtre, hein, dans le domaine... il y a huis clos, il y a des choses comme ça qui tiennent encore la route aujourd'hui. Bon, après, c'était tout de même relativement faible du point de vue théorique. Et disons que même si Sartre se voulait marxiste, au fond, il l'était, ou il voulait l'être, sur le terrain, disons, sociopolitique, et ça, tout au moins dans un premier temps, parce qu'après, il s'est vite heurté fortement au Parti communiste français, mais aussi sur bon, le terrain, disons, en gros, je dirais, de la dialectique de la nature. Là. Bon, il y a par exemple un livre de Sartre qui s'appelle Critique de la raison dialectique, qui est une attaque contre la dialectique de la nature. Parce qu'en gros, il ne saurait y avoir de dialectique que du Dasein, quoi, que de l'existence humaine, en fait. Du côté de l'histoire, donc pas du côté de la nature. La nature, bon, au fond, Sartre, quand il parle de la nature et quand il parle des sciences, il a de la nature et des sciences, je dirais presque, sans s'en douter toujours, une vision positiviste, plate. Hein. Comme si la nature, comme si l'étude de la nature n'avait rien à dire de l'être. Comme s'il y avait une frontière totale entre l'étant et l'être. Or, l'être, Heidegger lui-même le dit, hein, l'être lui-même, il ne se donne pas comme tel. Il est toujours un peu en retrait et il se donne dans l'étant. Sans jeu de mots, hein, bon, mais il faut étudier l'étantité de l'être. Enfin, c'est une expression de Heidegger, quoi. Donc, bon, voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une sorte de volontarisme politique qui mettait l'accent sur l'action, etc., mais sans voir les questions historiques, oui, ben voilà, c'est-à-dire que... historique, etc. Bah, exactement, donc à partir du moment où on rejette la dialectique de la nature, on ne peut pas pleinement accepter le matérialisme historique. C'est-à-dire l'idée que le mode de production est central dans la production de l'humanité, que quand on veut étudier une société, il faut partir du mode de production, des rapports de production, des forces productives, toutes sortes de choses rébarbatives, hein, qui ne permettent pas tellement de faire de la littérature, et je suis un peu méchant, mais bon, qui éloignent de tout ce pathos quand même, parce que ce qui est frappant dans l'existentialisme, c'est une espèce de pathos permanent, quoi, l'angoisse, la nausée, et ainsi de suite. Et donc, du coup, on ne peut pas aller jusqu'au matérialisme historique, on ne peut pas aller jusqu'au bout d'une conception de classe de la lutte politique, et donc on va buter tout le temps sur les formes concrètes d'organisation
que la classe ouvrière est bien obligée de se donner. Ça s'appelle des syndicats de classe, ça s'appelle des partis politiques révolutionnaires, ça s'appelle des pays socialistes, et ainsi de suite. Et donc Sartre, pendant toute son existence militante, va pencher du côté gauche, va combattre l'impérialisme. Bon, on ne peut pas lui enlever ça, le colonialisme, ce qu'on ne disait pas encore le machisme, et ainsi de suite, mais sans aller jamais jusqu'à une adhésion claire et nette au communisme. Bon, donc voilà, c'était une grave insuffisance. Et du coup, une approche du sujet, une approche de l'existant, etc., qui finalement me paraît beaucoup plus abstraite, au mauvais sens du terme, qu'il ne le voulait lui-même. Parce que tout de même, bon, pour véritablement accéder à ce que c'est que l'autre, et à ce que c'est que l'humain, d'une façon générale, il faut le prendre dans la totalité de ses déterminations. Et nous sommes à la fois des êtres socio-économiques, socio-culturels. Il y a toute une série de données qu'étudiait Politzer, par exemple Georges Politzer, et qu'il appelait la psychologie concrète, qui me paraît plus riche de perspectives que ce qu'a pu produire Sartre, finalement. Même d'un point de vue... Cette façon donc d'isoler le sujet, en quelque sorte, ne permet pas d'accéder au sujet, Bien sûr. pour finir. Ça, on en parlera dans un autre épisode, notamment sur la question de subjectivité, d'individualité, etc. Mais du coup, sur l'existentialisme, est-ce que Camus avait une approche différente parce qu'il a beaucoup parlé de l'absurde, etc. Ah oui, alors c'est vrai que Camus, quand j'étais étudiant, ou même lycéen, puis ensuite quand j'étais jeune prof, bon, en gros, quand même, les philosophes mettaient Sartre pas très très haut, ils n'en faisaient pas un très grand philosophe, mais c'était un philosophe important, en tout cas, dans l'histoire de France, dans l'histoire philosophique de la France, et ils ne mettaient pas Camus très haut. Et maintenant, ça s'est quasiment inversé. Hein. Maintenant, il faut mettre au pinacle, en France, Camus, en Allemagne, Hannah Arendt, enfin en Allemagne, au monde anglo-saxon, etc., bon, qui sont quand même pas des philosophes de premier plan, quoi. Et Camus, effectivement, ce qu'il a fait surtout connaître dans son essai L'homme révolté, qui n'est pas sans intérêt, mais enfin bon, c'est effectivement cette idée de la philosophie de l'absurde, c'est-à-dire que, toujours dans la lignée un peu de l'existentialisme, nous sommes jetés dans l'être et qu'il n'y a pas de sens véritable à ce que nous faisons. En tout cas, il n'est pas donné le sens. Et donc, en gros, le résumé de l'homme révolté, c'est je me révolte, donc nous sommes. Hein, et donc, c'est dans la révolte que nous pouvons trouver le sens de notre existence, et ainsi de suite. Et donc, il n'y a pas de sens objectif. Le sens, c'est quand même une production, une décision, quoi, en quelque sorte, de l'homme, et le nous de nous sommes provient de la révolte personnelle, quoi, quelque part, hein, comme on le voit dans les œuvres d'ailleurs littéraires, quoi, de Camus. Hein. Peut-être un auteur plus important d'un point de vue littéraire que d'un point de vue philosophique. Enfin, bon, en tout cas, c'est mon expérience de Camus, quoi. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on met Camus au-dessus de Sartre, principalement parce que Camus n'a pas fréquenté le Parti communiste, alors que Sartre l'a quand même fréquenté pas mal, et parce que Sartre a été anticolonialiste, alors que Camus, non. Hein. Globalement, Camus, là-dessus, ne s'est pas comporté de façon très honorable, quoi, disons. Alors, on n'est pas tous obligés d'être des héros, etc., mais enfin, de là à l'héroïser, ça me fait d'ailleurs beaucoup sourire de voir un certain nombre de gens qui sont gauchisants, quelquefois, qui reproche tout au Parti communiste sur les luttes anticoloniales. Il n'en a jamais fait assez. Enfin bon, quand même, les communistes, ils sont allés en tôle. Ils se sont fait plastiquer par l'OAS, et ainsi de suite, sur ces choses-là, quoi. Alors que là, par contre, quand il s'agit de Camus, là, on est prêt à passer sur tous ces manquements, parce qu'il était anticommuniste, quoi, hein, si on résume un peu les choses. Alors, bon, il suffit. Quand j'ai dit qu'il était anticommuniste, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il a pu faire et dire n'avait pas d'intérêt, ni qu'il n'avait pas de talent. C'est pas ça que ça veut dire. Mais bon, j'explique pour quelles raisons la bourgeoisie est, si l'on peut dire, camusophile, et qu'elle est devenue sartrophobe. Je ne sais pas si ces mots existent, mais bon, il faut toujours les inventer pour l'occasion. Voilà, mais bon, au final, on rate un peu à travers eux des choses qui ont été revalorisées de façon très forte, d'une part par Politzer, d'autre part par Lucien Sèvres. Et entre les deux, par exemple en Union soviétique, des psychologues comme Vygotsky ou Leontiev,
et en France par des psychologues aussi marxisants, communistes, comme Henri Wallon, et comme son disciple René Zazot, Z-A-2-Z-O. Donc tu cites aussi beaucoup dans Lumière commune. Oui, que je cite, parce que je pense qu'effectivement, ce sont des gens qui ont apporté, enfin qui dans l'histoire des sciences ont laissé un nom. Et pas seulement. Henri Wallon a été le premier ministre de l'Éducation nationale du premier gouvernement provisoire après la chute du régime de Vichy. Et ensuite avec le physicien, enfin, plus exactement, c'est pas avec, c'est une succession plutôt, avec Langevin, Paul Langevin, tout le monde a entendu parler du plan Langevin-Wallon, qui pendant longtemps a servi de référence à tous les progressistes du monde pour les réformes de l'enseignement. Donc, ce sont des géants quand même, des gens comme ça. C'est pas parce que j'ai une préférence subjective pour eux. Même, moi je préfère, si on veut, je préfère lire Camus et Sartre à Wallon. Bon, c'est moins agréable de lire Wallon, quoi. Il écrit bien d'ailleurs, mais c'est difficile, quoi. Ce sont des textes scientifiques, ce sont des textes extrêmement difficiles. Les textes des deux premiers sont plus accessibles, à mon avis. Mais bon, c'est pas une question de goût, en l'occurrence. Ici, quand on essaie de voir le rôle de quelqu'un dans la place qu'il peut avoir au sein de l'histoire de la pensée, quoi. Donc, tous ces gens-là, je parle des Sartre et compagnie, me semblent avoir manqué tout ce qui, justement, dans la philosophie de Marx, dans les textes scientifiques de Marx, pouvait donner de riches aperçus sur ce que c'est que l'homme, concrètement, et notamment ce que c'est que le sujet humain, ce que c'est que l'individu humain, et ainsi de suite. Moi, quand j'ai pour la première fois lu l'idéologie allemande, alors que je n'étais pas encore marxiste, que j'ai lu ça parce qu'il fallait le lire, c'était la fac, etc. Ah, on lisait ça à la fac enfin, c'était pas à la fac, c'était en Hippocagne que j'ai D'accord. étudié ça. Bon, donc c'était après mai 68, donc quand même ça poussait à gauche à ce moment-là, et Marx était ça la mode. Et donc, on dirait pas aujourd'hui. Voilà. Mais ce qui m'a le plus frappé au départ, c'est que le mot individu revient toutes les 5 minutes sous la plume de Marx. Dans l'idéologie allemande. Dans l'idéologie allemande, oui. Et que par la suite, même dans le Capital, et surtout dans les textes qui ont préparé le Capital, dans ce qu'on appelle les Grundrisse, il est question constamment de l'individu, et aussi des façons, des chemins possibles pour l'émancipation de l'individu. Le but final étant quand même, non pas l'émancipation de je ne sais quoi, il ne s'agit pas d'émanciper les forces productives, le mode de production, on s'en fout. Au final, c'est de libérer les personnes. C'est bien les gens qu'il s'agit de libérer, c'est le bonheur commun, et le bonheur commun lui-même, il n'est pas le bonheur commun s'il n'est pas branché aux gens, aux individus, aux personnes, quelque part. Donc, effectivement, il y a cette trace permanente chez les marxistes, qui est au fond l'émancipation, la question de l'émancipation, tant dans l'élan politique que dans l'appréciation, dans la compréhension théorique de ce que c'est qu'un individu. Il y a une phrase extraordinaire de Marx, très dialectique, dans l'introduction à la méthode de l'économie politique. Non, le titre c'est Introduction à la méthode de la science économique. De la science économique. Et donc il dit que l'homme n'est pas seulement un animal politique. Là, Marx reprend la phrase de son philosophe favori qui était Aristote, zoon politikon. L'homme n'est pas seulement un animal politique, c'est un animal qui ne peut s'individualiser que dans la société. Autrement dit, les gens qui opposent la société, les structures, les modes de production, etc., à l'individu n'ont rien compris du tout, parce que l'individu n'est pas indépendant de tout ça, il est au bout de tout ça. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est qu'une marionnette, mais ça veut dire tout au contraire que tous les drames qui finissent par se jouer dans l'individu et même dans sa tête, quelque part, moi je ne résiste pas à cette idée-là, c'est pas idéaliste ça, ne peuvent pas être compris si on ne voit pas derrière tout ce qui se passe et les rapports de force qui sont engendrés par l'évolution de toute une série de structures. Donc, si on voit pas toutes les déterminations de l'individu extérieur. Voilà, il vaut peut-être mieux les connaître, ces déterminations, si on ne veut pas être ça. On va me dire, oui, mais tu fais de l'homme une marionnette des structures. Mais c'est l'inverse. C'est si on ne veut pas voir qu'il y a tout ça, que l'homme sera
pas parce que je le décide, moi, marxiste, une marionnette des structures, mais qu'il le sera parce que tout simplement, la marionnette, quand elle ne voit pas les fils, se fait... Oui, c'est comme disait Spinoza, c'est l'intellection de la nécessité, c'est ça le voilà, début de la liberté, quoi. exactement. Voilà, la liberté, c'est la conscience de la nécessité, quelque part, c'est-à-dire la raison. Après, il faut se donner les moyens de sortir de ces déterminations. C'est pas, il faut pas simplement en prendre conscience. Après, il faut s'organiser. Voilà, là, on serait peut-être en désaccord avec la psychanalyse, avec un certain nombre de conceptions qui croient que si on devient conscient de quelque chose, on s'en libère. Ben non, parce que... C'est très à la mode, ça a changé le regard, mais on s'en tient juste à ça et après on n'essaye pas de changer les choses. Et puis d'ailleurs, on ne changera pas le regard non plus si on s'en tient. Si on ne change que le regard, on ne changera même pas le regard. Oui, c'est ça. Quelque part, on fera semblant. C'est tout à fait différent. Après, il faut changer les pratiques qui sont derrière, quoi, et qui permettent de regarder les choses de telle ou telle façon. Là, je change mon regard. Je vous le montre, clac. Voilà. Et hop, je le rechange. Bon, entre les deux, il s'est passé un acte matériel. Et derrière cet acte matériel, il y a toute l'optique de Descartes, Spinoza, qui était polisseur de verre, soit dit en passant, et ainsi de suite, et de tout ce qui permet aujourd'hui à des myopes comme moi d'y voir clair. Bon, oui, et puis on sait bien aussi grossier ce que je dis là, mais c'est aussi avec la pratique politique, les luttes et tout ça qu'on change aussi le regard parce qu'on prend conscience de sa force, etc. Donc c'est pas que de la contemplation. Ah, mais qui permet de changer le regard. Mais voilà, c'est ça. Ou de la réflexion. C'est facile à voir. Quand on est dans une entreprise, bon ben voilà, il n'y a pas de lutte. On explique à ses collègues de travail qu'il y a une exploitation capitaliste. Ils écoutent en bâillant, ils vont boire un café, ils parlent d'autre chose. Puis le gouvernement les attaque et porte l'âge de la retraite à 3 ans de plus. D'un seul coup, ça se met à lutter. Vous refaites la même conversation, et là, d'un seul coup, les yeux s'allument et le regard change pour du bon. Voilà, parce que c'est dans la dynamique de l'action que des choses qu'on ne voyait pas la veille deviennent d'un seul coup visibles. Alors, tu as parlé des structures qui déterminent l'individu en partie. Donc, on va s'intéresser aussi au structuralisme, donc, qui est un courant donc, qui est né un petit peu après l'existentialisme, mais à peu près à la même époque, donc, notamment avec Lévi-Strauss, et qui après a été très influent en France avec tout un tas d'auteurs, notamment Althusser, Foucault, etc., et qui après a beaucoup influencé ce qu'on appelle le postmodernisme, si je ne me trompe pas. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu comment naît le structuralisme, en réaction à quoi ou pas, quelles sont ses caractéristiques, et en quoi c'est aussi un recul par rapport au matérialisme dialectique? Oui, alors je tiens d'abord à signaler un livre de Lucien Sèvres à ce sujet, qui s'appelle Marxisme et structuralisme, qui a été publié aux éditions sociales il y a déjà un paquet d'années, mais qui me paraît toujours solide et valable. Et tu cites aussi méthode dialectique et méthode structurale voilà, de Lucien Sèvres. C'est ça, oui, etc. Qui, je crois, est dans ce recueil, dans le même recueil. Je crois que c'est un article du même recueil. Si je me souviens bien, mais peut-être que je me trompe et que les deux titres sont inversés, c'est possible. J'ai pas révisé avant de faire la vidéo. Bon, enfin, donc, ouais. Si je dis, alors, le structuralisme, d'abord, il démarre sur des données scientifiques. Et donc, c'est un courant intéressant déjà d'emblée. Moi, quand il y a un socle scientifique, j'ouvre les yeux et j'écarquille les oreilles. Donc, en réalité, le structuralisme, il prend surtout naissance autour des travaux de linguistique, et en particulier d'un ouvrage monumental qui s'appelle Le cours de linguistique générale d'un Suisse du nom de Ferdinand de Saussure. On y parle aussi de la linguistique saussurienne, dans lequel cours de linguistique, Saussure explique que dans une langue, que ce soit les données phonétiques, les données sémantiques, etc., n'ont pas de sens en elles-mêmes, mais font système. C'est-à-dire que les marques, par exemple, linguistiques, le fait qu'on prononce le A de telle façon plutôt que de telle autre, ou le E de telle façon que de telle autre, ça n'a de sens que par différence. Par un système d'opposition. Par exemple, la marque du féminin ou du masculin, la marque du pluriel, etc. Toutes ces choses-là, ça fonctionne en système. Et donc, en réalité, derrière toute langue, il faut chercher des structures qui ne sont pas les mêmes, par exemple, dans le français, l'anglais, l'allemand, etc., tout ce qu'on voudra. Et donc, ça donne un grand élan à la linguistique, ce genre de choses. Ça sort la linguistique un peu de ce qui dominait auparavant
chez les linguistes, qui étaient surtout des recherches sur l'origine des mots, sur l'étymologie, sur des choses comme ça. Donc là, on s'aperçoit d'un coup que les langues font système, globalement. Puis il y a aussi, dans la période qui suit, les travaux effectivement d'ethnologie, par exemple de Lévi-Strauss, qui sont des travaux très importants, sur la parenté. En particulier, bon, Lévi-Strauss se rend compte qu'il y a une grammaire, en quelque sorte, de, comment dire, des relations familiales, par exemple. On pourrait appeler comme ça, quoi. Par exemple, des relations hommes-femmes, par exemple, des échanges hommes-femmes entre les tribus. Et il s'aperçoit aussi que tout ça est réglé par les mots, aussi par les dénominations. Que, par exemple, la prohibition de l'inceste n'est pas marquée uniquement par le fait qu'on est réellement le père, le frère, la sœur, etc. de quelqu'un, mais par les noms qui sont déterminés, qui sont donnés dans une société. Un peu comme, par exemple, au Moyen-Âge, pour me faire comprendre, hein. Disons, quand on dit mon père ou ma sœur à quelqu'un, ça veut dire, même si c'est pas vraiment votre père ou votre sœur, que c'est un curé ou que c'est une nonne, hein, qu'ils sont tabous. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de coucher avec eux, si, concrètement. Donc ça organise la prohibition de l'inceste, qui est un phénomène social, etc. Donc tout ça est quand même extrêmement intéressant, et des marxistes ne peuvent pas cracher dessus. Donc il y a toute une réflexion sur la symbolique aussi qui... Voilà, exactement, sur la symbolique, sur le fait qu'en réalité, les relations sociales sont finalement organisées comme le langage. Et alors, troisième étage, si l'on peut dire, là on est de plus en plus éloigné de Sartre, et donc on voit bien comment le structuralisme va entrer en conflit de façon brutale avec l'existentialisme, sur la même scène philosophique, et notamment en France dans les années 60, eh ben, on a le développement de la psychanalyse lacanienne. Hein, bon, Lacan est un freudien au départ, si l'on veut, mais c'est un freudien qui vient après Saussure, qui vient après la linguistique structurale, qui vient après la linguistique, après l'ethnologie de Lévi-Strauss, et ainsi de suite. Et on connaît sa phrase la plus célèbre qui dit que l'inconscient est structuré comme un langage. Et donc, en fait, que, bon, les procédés que Freud avait repérés dans l'inconscient, comme par exemple le déplacement ou la condensation, dans les rêves, nous condensons des choses, nous déplaçons des choses, etc., ça fonctionne en réalité comme des figures stylistiques. Et bon, comme la métaphore, la métonymie, etc., au fond, l'inconscient est un système qui marche comme le langage. Et c'est pas pour rien que la psychanalyse peut avoir une certaine efficacité sur l'inconscient d'un individu, puisque, effectivement, au fond, qu'est-ce qu'elle fait la psychanalyse, sinon écouter ce que dit quelqu'un, hein, et voir comment s'agencent dans sa tête les systèmes de signification. Donc à partir de là, lui faire prendre conscience de la manière dont ça fonctionne dans sa tête, alors qu'il croit produire des significations, comment il y a des choses qui lui échappent et qui s'emboîtent comme des pièces de puzzle, quoi, en quelque sorte, dans sa tête. Donc on a ces trois étages qui me paraissent intéressants, qu'on ne peut pas liquider. Les gens qui liquident la psychanalyse comme ça parce qu'ils se disent marxistes me font sourire quelque part. Je ne dis pas qu'il ne faille pas la critiquer et dépasser la psychanalyse, mais ça suppose de l'étudier et de ne pas la mépriser. Et de la même façon que ça suppose d'étudier Lévi-Strauss, pas de dire que bon, ouais, tout ça, c'est réac, etc. Bref, passons. On n'est pas marxiste si on dit des choses comme ça. Ça oblige, quand on est marxiste, ça oblige à étudier les choses, quoi. Et de la même façon que bon, la linguistique structurale est une grande chose. Mais ça ne veut pas dire que je sois structuraliste quand je dis ça. Parce que bon, le marxisme, lui, va plus loin que ça. Il va plus loin que ça. Alors, quels sont les points faibles du structuralisme, si l'on peut dire? Eh bien, d'abord, c'est que le structuralisme est une conception relativement figée de la société, du langage aussi. Hein. C'est bien de repérer que le langage fonctionne, que les langues fonctionnent comme des structures. C'est très bien et c'est très juste de repérer que la langue précède la parole. C'est-à-dire que quand je parle, en ce moment même, sans m'en rendre compte, j'agence les mots selon les règles de la langue française. C'est grâce à l'outil de la langue. Voilà, c'est ça. Et bon, même quand je fais mes phrases là comme ça, j'ai beau me mettre au second degré, d'essayer de me mettre au second degré en ce moment, ce que je dis va plus vite que ce que je suis en train de penser sur ce que je dis. Hein. Donc ma parole m'échappe quelque part. Et dire cela, c'est pas... je crois que ça n'a rien d'extraordinaire. C'est pas... Comment dire? C'est pas pesant. Pas plus pesant que... Bon, je respire en ce moment.
Si j'y fais pas attention, je respire quand même, et mon cœur bat sans que je fasse exprès. Bon, voilà, il y a des tas de choses comme ça. Bon. Donc tous ces automatismes, ils sont bons à prendre en compte, quoi, à considérer. Alors donc on a une vision un peu statique dans le structuralisme de tous ces phénomènes, parce que, évidemment, le langage, par exemple, ou les langues, ce sont peut-être bien des structures, mais elles ne flottent pas en l'air, ces structures. Derrière, il y a des pratiques sociales, derrière, il y a des interactions entre les individus, et elles percutent ces interactions aussi, les structures linguistiques. Quand, par exemple, on est actuellement confronté à la substitution rapide de l'anglais à toute autre langue dans le monde, et notamment en Europe, hein, quand on voit que de plus en plus, par exemple, les enseignes sont en anglais, non pas en français, et ainsi de suite, ça ne vient pas de la structure de la langue, ça. Hein. Bon, ça vient du monde extérieur, ça vient du fait que l'impérialisme américain domine le monde, et non pas l'impérialisme français, parce que sinon, ça serait le français qui serait en train de dominer les autres langues, pour ne prendre que cet exemple. Bon, enfin voilà, et puis de l'autre côté, bien sûr que l'inconscient est structuré comme un langage, mais il est structuré comme un langage sur la base d'un individu vivant qui a toutes sortes d'interactions avec le monde extérieur. Et donc, il faut prendre l'individu dans sa globalité, dans sa totalité, et ne pas le réduire non plus à, comment dirais-je, sa sphère psycholinguistique, disons. Il y a toutes sortes de déterminations. Nous sommes également, à tout instant, par exemple, des lycéens, des producteurs, des retraités, enfin ça dépend de la phase de notre vie où nous sommes. Nous sommes enclenchés objectivement dans des pratiques de toutes sortes. Nous sommes dans des associations où nous n'y sommes plus, où nous sommes fait jeter de notre entreprise, ainsi de suite. Tout ça, c'est l'individu vivant. Hein. Donc, le structuralisme a beaucoup apporté, mais il a été grandement utilisé contre le marxisme, pour indiquer aussi que, en gros, presque l'inverse de ce que disaient les existentialistes, quoi. Le sujet n'était pas du tout le patron, mais pour finir, le sujet, au fond, semblait se dissoudre complètement là-dedans. On pense à des gens comme Roland Barthes, hein, qui à la même époque, lui c'était un critique de littérature, principalement, quoi, qui expliquait qu'au fond, le texte dit ce qu'il dit, et que l'auteur, au fond, n'a pas grande importance. Il faut être un petit peu critique à l'égard, je pense, de ce genre de choses, parce que ça contribue à éliminer l'histoire. Ça contribue à éliminer aussi les interactions, à faire comme si tout était enfermé dans le système du langage, à faire du langage, en gros, le centre unique de l'existence humaine. Et peut-être exagérer un petit peu tout cet aspect des choses au détriment de tout ce qui signifie les pratiques matérielles, productives et autres de l'individu. Donc ça, été utilisé pour dire que finalement, les infrastructures réelles de la vie humaine, c'était par exemple les systèmes de parenté, et non pas les modes de production. Là aussi, régression par rapport au marxisme. Je ne dis pas qu'Engels, dans son grand livre sur l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, ait tout dit. Il écrit ça à la fin du XIXe siècle, il est évident qu'on en connaît 50 000 fois plus aujourd'hui qu'à son époque. Mais ce qui est intéressant dans son bouquin, c'est la démarche. Ce n'est pas forcément tous les résultats, c'est la démarche elle-même. C'est-à-dire que Engels arrive à bien comprendre qu'il y a des fonctionnements structurels. Je pense que le structuralisme peut s'y retrouver aussi là-dedans. Des rapports hommes-femmes, par exemple. Des rapports de polygamie, de monogamie, de toutes ces choses-là. Mais au lieu de les mettre à part dans une boîte, en quelque sorte, il montre comment cela s'enclenche sur le devenir de la production humaine. Comment ça change quand on passe du paléolithique au néolithique, quand on invente l'élevage et l'agriculture, quand les rapports hommes-femmes sont bouleversés par l'apparition, effectivement, de structures de production qui sont plus stables, quoi, qui permettent à l'homme de ne plus être un nomade, mais de s'installer dans un territoire, d'avoir une propriété fixée du sol, etc., des choses comme ça. Au fond, on n'a pas à rejeter l'approche structuraliste, on a à l'enchasser, l'emboîter dans quelque chose de plus large, de plus mobile, de plus dialectique, quoi. Oui, et ce que dit bien Sève aussi, c'est que le structuralisme peut avoir, comme tu disais, sa pertinence dans un certain domaine épistémologique précis ou à une certaine période, on va dire, sur certains objets.
Mais comme il ne voit pas les contradictions internes qui sont motrices, il ne peut pas penser les transformations il y a entre également différentes périodes historiques, entre Oui, différents moyens oui. de production, entre différentes C'est ça, étapes. c'est ça. Et effectivement, donc en fait, on voit bien les fonctionnements. Mais on les voit à l'identique. On voit la reproduction simple, comme dirait Marx. Mais bon, la reproduction simple, elle finit par aboutir à une reproduction élargie. Et au bout d'un moment, l'élargissement de la reproduction aboutit à l'éclatement des cadres de la production et donc à une révolution, quelle qu'elle soit. J'appelle aussi révolution, par exemple, le passage par exemple, du paléolithique au néolithique. La plus grande révolution que l'humanité ait connue, je vais peut-être faire bondir mes camarades communistes, mais c'est pas la révolution d'octobre, c'est la révolution néolithique, qui fait qu'on passe à l'agriculture et à l'élevage. Et que, du coup, l'humanité qui comportait quelques millions d'individus avant, va exploser, quoi, littéralement peupler toute la Terre et ainsi de suite, parce qu'elle aura sécurisé ses sources d'alimentation, par exemple, entre les deux. C'est une révolution du mode de production. Révolution, ça ne veut pas toujours dire youpi, tout va bien, l'émancipation est là, etc. Il faut donc effectivement ici bien saisir que les fonctionnements comportent des contradictions, effectivement. Et qu'à partir du moment où ces contradictions se déploient, se développent et ainsi de suite, les cadres du fonctionnement sont des cadres du dysfonctionnement. Et le dysfonctionnement, ça conduit à grincer, et quand ça grince de plus en plus, pour finir, ça pète. C'est pour ça qu'il y a des crises, et c'est pour Il y a ça des qu'il y a des crises, révolutions. et il y a donc effectivement des révolutions, et c'est pareil aussi au niveau individuel, au niveau de la personne. Par exemple, Sèvres a écrit avec d'autres, notamment un psychologue communiste qui s'appelait Yves Clos. Il y avait aussi un certain Yves Schwartz, si je me souviens bien, un livre très intéressant qui s'appelle J.E., trajectoire marxiste sur l'individualité. Et il montre comment, dans la vie d'un individu, se forment des identifications qui aident l'individu à se repérer, à se positionner par rapport aux autres, à projeter son existence et ainsi de suite. Et que ces identifications sont bousculées aussi par le devenir de l'individu, qui va passer par différentes structures, qui va passer du cadre purement familial à l'école, par exemple, de l'école, par exemple, à l'université ou au service militaire ou je ne sais trop quoi, à l'entreprise, puis au chômage, puis à la retraite, et ainsi de suite. Et comment les identifications sont bousculées à chaque fois, sont percutées. Et on les reforme, hein. C'est pas parce qu'on les oublie totalement, on les retravaille, on les rebricole. Quand on n'arrive pas à les rebricoler, c'est la crise personnelle, hein. C'est aussi le désarroi, c'est des choses comme ça qui aident à comprendre aussi pourquoi les individus sont à la ramasse. Hein. Mais donc ici, le marxisme donne des clés, et des clés pour la psychologie scientifique. Il faut étudier les Grundrisse de Marx, parce que Marx ne pouvait pas s'intéresser uniquement au... Quand on croit que Marx ne s'intéresse qu'au mode de production, aux structures, mais le mode de production, les structures, etc., ça passe par les gens. Et ça passe aussi même par la tête des gens, par les représentations des gens. Quelle bêtise que de croire que le marxisme ne s'intéresse pas aux mentalités, comme on dit. Simplement, les mentalités, elles ne tombent pas du ciel. Elles se forment dans des conditions données, elles évoluent dans des conditions données, mais pour finir, quand même, ça se joue aussi beaucoup dans la tête des gens. Hein. Et les marxistes ne sont pas des gens qui disent comme si on était dans une machine là, complètement extérieure à nous. Nous incorporons la machine, notre corps, le propre de l'être humain, à la différence des animaux, c'est que son corps n'est pas uniquement constitué de ses bras, de ses jambes, de son cerveau, etc. Mais je regarde autour de moi, il y a une tasse là comme ça, il y a un bouquin, il y a un pot de fleurs, etc. Il y a des choses comme ça. Il y a tout ce corps extérieur. Il y a une table, la caméra qui est devant moi, sinon ce que je ferais en ce moment n'aurait aucun sens. Si je parlais là comme ça, qu'il n'y ait pas de caméra, ça n'aurait aucun sens. Et il faut bien que tout ça... À part pour moi, mais... À part pour toi, voilà, bien sûr. Non, mais d'accord, peut-être tu ne serais pas venu non plus à ce moment-là pour faire la vidéo. Il n'y aurait pas le café marxiste, par exemple, derrière. Là, par exemple, on est dans le cadre du café marxiste. Donc tout ça est objectif et ne dépend pas que de moi. C'est notre corps social. Le corps humain est immense. Hein, il n'est pas simple. Il n'est pas limité au corps biologique. Et donc il faut arriver à comprendre cet énorme circuit. Sèvres le montre bien, quoi. Quand on pose un acte
on peut avoir l'impression, et c'est ça, toute l'insuffisance de la psychologie bourgeoise, par exemple, que un même acte en apparence n'a pas du tout le même sens, la même signification, selon qu'il est posé dans tel ou tel cadre. Par exemple, je bricole chez moi un dimanche et je monte un meuble. Bon, ben, je monte un meuble en sifflotant, en pensant à autre chose. Je suis avec mes amis, mon épouse, je ne sais pas trop quoi, donc en fait je m'amuse quelque part. Hein. Puis si j'y arrive pas, je laisse tout tomber, et puis je l'envoie tout chier, et ainsi de suite. Si je fais la même chose en travaillant chez Ikea, ça change complètement de sens. Ne serait-ce pas simplement parce que j'ai pas la même chose dans la tête, mais j'ai pas la même chose dans la tête parce que le circuit de mes actes n'est pas le même. Quand je suis dans ma pièce et que je bricole mon meuble Ikea, c'est entre moi et moi-même. Hein. Tandis que quand je monte ou je démonte des meubles Ikea ou que je viens vérifier chez un client que, que le meuble est de bonne qualité, là il y a tout le circuit. Hein, ça passe par le monde entier, quoi, parce que Ikea est partout. Parce que les pièces... enfin, je dis Ikea, je suis en train de leur faire de la pub. J'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre. Mais on voit que le circuit objectif des actes n'est pas du tout le même. Et que donc la psychologie, qui ignore tout ça, comme par exemple la psychologie comportementaliste des anglo-saxons, va dire, ah bon, il plante un clou au mur, et qu'il plante un clou au mur chez lui, ou qu'il plante un clou au mur dans une entreprise, parce que il est en train de bricoler, de réparer je ne sais quel dispositif nécessaire à la production, ben, c'est pas le même acte. C'est pas le même acte, bien que formellement ce soit le même. Il n'y a pas le même contenu derrière, il n'y a pas le même, y a pas le même environnement. Le mot environnement n'est même pas bon. Il n'y a pas le même circuit de conséquences, quoi. Et il me semble que, enfin, du coup, même Marx n'a peut-être pas eu le temps d'approfondir les questions de l'individualité et tout ça, même si tu dis qu'il en parle déjà beaucoup dans l'idéologie allemande. Et effectivement, l'objectif du communisme, c'est de libérer les individus. Donc c'est bien ça la finalité omniprésente dans le marxisme. Alors peut-être qu'il n'a pas eu le temps d'approfondir d'approfondir ce sujet-là. Ce qui ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas, comme tu l'expliques avec Sèvres, avec d'autres marxistes, eux qui ont fait ce travail-là d'approfondissement de cette thématique-là. Mais j'ai l'impression que c'est aussi un moyen pour les capitalistes, la bourgeoisie, d'attaquer le marxisme en disant il n'y a pas de pensée de l'individu, il nie l'individu, etc. Et toutes les approches, notamment existentialistes, etc., sont récupérées par la bourgeoisie pour attaquer le marxisme, en fait. Surtout que la bourgeoisie, c'est toujours posée comme défenseuse de l'individu, des libertés individuelles, etc. Oui. Donc ça lui va très bien. Ça lui va très bien, mais c'est évidemment de mauvaise foi, et ça repose sur l'ignorance organisée de Marx. Parce que si réellement on étudiait Marx, quoi, comme on étudie Kant, comme on étudie Hegel, etc., dans les facs, dans les lycées, ainsi de suite, je ne demande pas de privilège pour Marx, je demande simplement qu'on l'étudie à l'égal des autres philosophes classiques, ou penseurs classiques de l'économie, et ainsi de suite. On s'apercevrait qu'effectivement, Marx est un grand penseur de l'individualité. Et même, même avec ce qu'il a laissé, c'est-à-dire, bon, il n'a pas pu approfondir tout ça, il est mort pas si vieux que ça, Marx. Hein. Et bon, Engels aussi a beaucoup travaillé, puis ils ont fait un travail colossal sur toute une série de plans, ils ne pouvaient pas tout faire. Mais même comme ça, quoi, même les textes qui nous ont légués tels quels, c'est des mines d'or sur la question de l'individualité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur un philosophe comme Althusser, donc, qui était un marxiste, qui était au Parti communiste français, et qui était très influencé par le structuralisme, et du coup qui en est arrivé à tenir des positions anti-dialectiques, anti-humanistes, etc. Comment tu peux l'expliquer? Alors même qu'il a écrit des textes marxistes très intéressants. Est-ce que c'était un bain idéologique? Est-ce que c'était aussi des questions... est-ce que c'était un universitaire qui voulait faire carrière ou comment... Je pense que c'était quelqu'un de très sincère, un écorché vif. Hein, on voit bien comment il a terminé sa vie dans des conditions extrêmement difficiles pour lui. Voilà, Althusser, il est pris, ainsi que beaucoup de philosophes de cette période, de penseurs, d'intellectuels communistes, dans ce que j'appellerais une déstalinisation mal conçue, quoi, mal pensée. C'est-à-dire que on est dans les années 60, il y a le choc du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Et là, il y a deux sortes de réactions qui vont se dessiner. Il y a soit des réactions dans le sens d'un opportunisme, d'un révisionnisme,
qui vont plutôt, sur le plan philosophique, avec Roger Garaudy, par exemple, en France, déboucher sur une régression globale vers les positions de l'idéalisme, de la philosophie du sujet, etc. etc. Et de notre côté, il y a des gens qui n'ont pas accepté ça. Et à notre sens, Althusser a plutôt fait partie des gens qui, au départ, ont résisté à Garaudy, ont résisté au révisionnisme, et même, bon, à une certaine période, se sont opposés à l'abandon de la dictature du prolétariat par le PCF, et ainsi de suite. Donc je dirais que ça ne portait pas d'un mauvais sentiment, tout ça. Mais après, il ne voulait pas non plus en revenir à une conception un peu simpliste du matérialisme dialectique, comme celle qui avait prévalu à l'époque, notamment de Zhdanov en Union soviétique. Et bon, alors, ils se sont raccrochés aux branches. Moi, je le vois comme ça, quoi. Ils se sont raccrochés aux branches. Ils ont essayé de voir comment ils pouvaient sauver le matérialisme avec les moyens du bord de leur époque. Et donc, ils se sont dit, mais tiens, mais il y a quelque chose qui se dessine du côté d'un matérialisme nouveau, celui du structuralisme. Celui qui se dessinait du côté du structuralisme. Et donc, en fait, il nous faut un marxisme structuraliste. Bon, évidemment, c'était pas juste. Hein, et donc, les intuitions très intéressantes d'Althusser, il y a des tas de choses que je trouve intéressantes encore pour aujourd'hui d'Althusser, qui nous indiquaient comment tenter de sortir de la dialectique hegelienne pour créer une dialectique marxiste, donner toute sa place à l'antagonisme, par exemple. Et donc là, Althusser était sensible aux écrits de Mao Tse-tung sur la contradiction. Tout ça me paraît intéressant, notamment, au fond, le premier grand bouquin d'Althusser, qui s'appelait Pour Marx. C'était un acte de résistance, je dirais, d'un point de vue idéologique. Et bon, moi, j'ai pas été althussérien, mais bon, ça m'a beaucoup intéressé quand j'étais étudiant, et ça m'a servi. Ça m'a servi un peu de point de butée, quoi, quelque part, pour arrêter quelque part de dériver, si l'on peut dire. Mais après, bon, évidemment, comme cet ancrage sur le structuralisme était un ancrage sur quelque chose qui était lui-même dérivant, bon, ben voilà, ça ne pouvait pas aller forcément très très loin. Et en particulier, donc, ce qui a fortement manqué à Althusser, me semble-t-il, c'est une véritable compréhension de ce qui, chez Hegel d'une part, chez Engels d'autre part, reposait sur la notion de négation de la négation. Là, alors vraiment, bon, Althusser, il n'a jamais accepté ça. Il n'a jamais accepté la notion d'aliénation non plus. Et il a fait une sorte de paquet global. Il a jeté le bébé avec l'eau du bain, comme souvent à cette époque-là. Comme il y avait une utilisation idéaliste, forcenée, à l'époque de Sartre et ainsi de suite, de la notion d'aliénation, par exemple, de choses comme ça, allez hop, on a fait place nette, on a rejeté tout ça. Ça tombait bien puisque le structuralisme lui-même écartait toutes ces notions. Et donc on s'est retrouvé en réalité non pas sur un marxisme structuraliste, mais sur un structuralisme vaguement marxisé. Et bon, le structuralisme a pris le dessus sur le matérialisme. Et pour finir, comme toujours, quand on va trop loin dans un sens, on se retrouve complètement... Voilà, les extrêmes se touchent, comme on dit, quelque part. Et à la fin de la vie d'Althusser, on avait presque le retour vers une philosophie du sujet, quelque part. Donc, bon, au fond, il a tourné en rond, quoi. Donc, il faut faire une relecture d'Althusser, mais une relecture critique, comme d'ailleurs de toute chose. Il ne faut pas jeter le bébé Althusser avec l'eau du bain structuraliste, si on peut dire. Il y a des choses quand même encore intéressantes chez cet auteur, me semble-t-il. De même que chez Garaudy. Hein. Moi, j'ai relu les premiers textes de Roger Garaudy, là, tous ceux qu'il a écrits entre 1945 et 1960, disons avant le choc du 20e congrès du Parti communiste soviétique, qu'il a mal digéré, si l'on peut dire. Et bon, ce sont des textes très honorables, très, très intéressants sur la religion, sur la morale marxiste, par exemple, enfin sur l'approche marxiste de la morale, disons plutôt. Toutes ces choses-là sont intéressantes. Il faut là aussi étudier ces philosophes qui ont un peu tous déraillé d'une manière ou d'une autre, les uns vers la droite, les autres vers la gauche, y compris Lucien Sèvres pour finir. Oui, parce que Sèvres après a un peu dérivé sur la question politique. Je reprends une citation de Sèvres que tu cites dans Lumière commune, qui est assez drôle, où il dit que la grève de mai 68, cette formidable leçon de choses dialectiques, avait d'un seul coup démodé le structuralisme. Oui, il y a de ça, tout à fait. Ben oui, les structures ne font pas la résolution, comme on disait à l'époque. Hein. Bon, effectivement, ici on voyait bien que la contradiction
On peut toujours s'amuser à la rejeter par la porte, par la fenêtre ou par la cheminée. Hein. Donc, Et non, je voulais citer un passage de Lumière commune où tu reprends Sève, hein, tu t'appuies sur Sève, où tu dis que pour Sève, pour la méthode dialectique, la structure qui derrière sa stabilité relative n'est que la configuration provisoire du processus, a au-dedans d'elle-même, sous la forme de la contradiction motrice interne, la nécessité de sa propre transformation. C'est pourquoi Sève insiste aussi sur l'idée que l'opposition métaphysique entre les structures et l'histoire ne fonctionne qu'à la condition d'ignorer les contradictions, antagoniques et ou non antagoniques, qui travaillent les dites structures et qui déstabilisent à la longue leur immuable fonctionnement synchronique. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le structuralisme est très unilatéral. Par exemple, il y a le primat de la synchronie sur la diachronie. Donc il faut voir comment les choses fonctionnent comment dirais-je, spatialement, quoi, au fond. Et on peut dire qu'ici, on ne prend pas en compte ce que j'appellerais le contrepoint de l'histoire. Il faut étudier un peu Jean-Sébastien Bach, quoi, quelque part. La musique, ça ne se lit pas seulement horizontalement. Il faut la lire aussi verticalement. Et c'est là qu'apparaissent les dissonances. Et c'est par les dissonances que que l'histoire de la musique a sans cesse évolué. Donc ça manque un peu de contrepoint. Et après tu dis, si le mode de production était parfaitement harmonieux, exempt de contradictions et ou d'antagonisme interne, il pourrait se reproduire à l'infini sans aucun changement structurel. C'est un peu ce que dit le structuralisme. Mais en réalité, comme disait Hegel, la contradiction est la racine de toute vie et de tout mouvement. Et on le voit bien dans le fonctionnement du capitalisme, où oui, il y a des effets de structure à certains moments, mais bon, à chaque étape, il y a des nouvelles configurations liées à l'accumulation, aux guerres, aux crises, qui font que le capitalisme se transforme en permanence, que les structures changent en permanence, et qu'elles évoluent, quoi, et qu'au bout d'un moment, il y a des craquements, il y a des ruptures. C'est flagrant, oui. Je dirais même, d'un point de vue plus, ontologique, c'est-à-dire plus global, en dépassant les questions, disons, d'histoire, de sociologie, d'économie, etc., c'est très curieux d'ailleurs, parce que c'est un personnage qui est classé plutôt du côté des structuralistes au départ, comme Derrida, il a dit, mais la simple répétition est déjà un changement, et porte déjà en elle-même la contradiction. Il suffit de le voir, par exemple, quand on répète une pièce de théâtre ou un morceau de musique, quoi. La répétition elle-même est productrice de changement, ne serait-ce que parce que la deuxième fois est une première deuxième fois. Donc, la répétition proprement dite, la répétition simple elle-même n'existe pas. C'est tout le jeu de la différence et de la répétition qu'on voit chez des gens comme Deleuze ou comme chez Derrida, qui, s'ils écoutaient bien ce qu'ils disent eux-mêmes, retrouveraient cette contradiction qu'ils ont passé leur vie à chasser, en quelque sorte. Très bien, je pense qu'on a donné un bon aperçu de l'existentialisme et du structuralisme qui s'opposaient un peu et qui sont de l'individu notamment, et qui se sont développés à la même époque, notamment en France, et leurs limites donc, par rapport à l'approche matérialiste dialectique du marxisme. Merci Georges, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes de philosophie marxiste. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous, et puis n'hésitez pas à nous soutenir financièrement aussi avec le lien sous la vidéo. Ça nous permettra de nous développer, de nous acheter du matériel, et puis si un jour on peut aussi, je l'espère, louer un local par exemple pour développer encore nos vidéos, nos formats et nos formations. Voilà, à bientôt, merci.